Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Alors, cette semaine, sécurité et défense étaient au cœur des préoccupations des Européens. C'était l'objet d'un sommet à Bratislava entre les 27, mais aussi d'un discours en plénière de Jean-Claude Juncker. C'était à quelques mètres de nous. Nous sommes en plateau près de cet hémicycle de Strasbourg où on a parlé effectivement de ces perspectives de défense. Et pour analyser ces enjeux, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un eurodéputé, Arnaud Danjean, qui connaît un tout petit peu ces questions. Alors, dans une première vie, vous avez été en mission pour les services français à Sarajevo. Vous avez accompagné le processus de paix pour la Bosnie-Herzégovine. Vous étiez donc d'abord un homme de terrain avant d'entrer en politique. Et puis, en 2009, vous siégez au Parlement européen, immédiatement en tant que haut fonctionnaire français de la Défense. Vous présidez la commission Sécurité et Défense et donc vous suivez toujours au quotidien ces questions pour l'Union européenne et le Parlement. Bonjour Arnaud Danjean. Bonjour. Alors vendredi à Bratislava, les 27 se sont réunis avec une préoccupation majeure. Comment organiser la défense européenne? C'est un peu un serpent de mer des sommets européens. Est-ce que le départ des Britanniques est susceptible d'accélérer ou de freiner les choses? C'est ce que beaucoup de gens voudraient croire ou feignent d'espérer. Mon impression est un peu plus mitigée. Je me réjouis que les dirigeants européens parlent de défense. C'est une très bonne chose parce qu'ils en parlent trop rarement. C'est souvent le thème annoncé de sommets, mais on se rend compte à l'arrivée que les sommets n'évoquent ça que pendant quelques minutes et chacun vient avec ses positions et repart pour savoir ce qu'il peut en tirer au niveau national. Donc l'avancée européenne, ça fait très longtemps qu'on l'attend. Je ne suis pas certain pour autant que ce qui s'est dit et ce qui s'est accordé à Bratislava va permettre de faire le saut qualitatif majeur dont l'Europe aurait besoin. Une armée européenne, vous dites? Non, moi je ne suis pas favorable à une armée européenne. Je pense qu'il faut d'abord être beaucoup plus pragmatique que cela. Mais pour revenir à votre question, sur ce que change le départ des Britanniques, le départ annoncé des Britanniques et qui n'est pas encore effectif, mon impression est quand même qu'on a sorti du réfrigérateur ou même du congélateur beaucoup de choses qui avaient été mises au moment où les Britanniques étaient là et faisaient obstacle. On ressort ça du congélateur à peu près tel quel et on dit puisqu'ils ne sont plus là, ça va marcher. On va juste réchauffer ce qu'on avait congelé avec eux et puis on va le réchauffer sans eux et ça marchera. Je suis un peu plus sceptique que ça parce que je pense que derrière les réticences ou les obstacles britanniques, il y avait aussi beaucoup d'autres pays qui étaient assez contents que ça n'avance pas et que ces pays-là aujourd'hui sont face à leurs responsabilités, vont devoir faire plus en matière de défense, vont devoir faire plus européen en matière de défense et je ne suis pas sûr qu'on y arrive si facilement que ça. Alors c'est vrai qu'il y a certains pays qui se prononcent maintenant en faveur d'une armée européenne, c'est tout à fait nouveau. Paris et Berlin ont présenté une feuille de route pour entrer dans le concret. Ils veulent que les opérations soient plus faciles, plus rapides et puis ils souhaitent aussi qu'il y ait un quartier général à Bruxelles du commandement militaire. Est-ce que c'est vraiment réaliste alors qu'en fait il n'y a pas vraiment d'opérations extérieures européennes? Ces opérations sont très minces. Ce sont des petites opérations, entre guillemets, mais sont pour la plupart des opérations utiles, des opérations qui se passent d'ailleurs assez bien, qui sont armées par des gens très professionnels et très dévoués et qui prennent plaisir à travailler pour l'Europe. Je pense qu'on a près d'une vingtaine de missions aujourd'hui civiles et militaires, donc européennes en tant que telles. Donc je pense que cette structure est nécessaire. Cette structure de conduite des opérations, c'est une structure de pilotage des opérations européennes, elle est nécessaire. On n'a pas besoin d'un quartier général pléthorique. Ce n'est pas la peine de se faire peur à l'OTAN ou ailleurs en pensant qu'on va dupliquer, doubler des structures déjà existantes ailleurs. La France est très impliquée, vous l'avez spécifié, dans des opérations extérieures en Afrique. Certains pays du Sud, eux, s'inquiètent des troubles au Moyen-Orient, tandis qu'à l'est de l'Europe, c'est plutôt la Russie qui fait peur. Comment construire une défense commune avec des priorités aussi divergentes ? Vous pointez du doigt quelque chose que je souligne régulièrement dans cet hémicycle, à savoir que nous ne parviendrons pas non plus à avoir une approche en matière de défense qui soit cohérente avec des priorités aussi divergentes. Si nous n'avons pas un socle commun d'évaluation de la menace, des menaces, en dégageant des priorités, il ne s'agit pas d'exclure l'un au profit de l'autre, il ne s'agit pas de dire toute l'attention sur le Sud au détriment de l'Est, parce que nous avons des menaces différentes, sous différentes formes, à l'Est
et au sud. Il faut pouvoir concilier les deux. L'Europe doit être capable de concilier le traitement de ces deux menaces. Simplement, ça demande une hiérarchisation des priorités. À mon sens, c'est une vue assez française qui nous est parfois reprochée, mais à mon sens quand même, l'urgence et l'ampleur aujourd'hui nous commandent d'avoir un regard un peu plus aiguisé sur le sud. Parce que nous savons très bien que les menaces qui existent à l'est, avec la Russie puissance qui s'affirme ou se réaffirme, c'est aussi traité dans d'autres enceintes. Il n'y a pas que l'Europe qui est concernée par ça. Il y a l'OTAN. Alors beaucoup de pays européens font aussi partie de l'OTAN, mais on sait très bien que c'est aussi dans le dialogue américano-russe qu'on va trouver des solutions pour ce genre de crise. C'est un peu moins le cas au sud, où l'Europe est bien souvent en première ligne avec une implication moindre de ses partenaires extra-européens. Justement, vous faites référence à l'OTAN. Pendant très longtemps, beaucoup de pays européens, notamment à l'Est, ne voyaient pas l'intérêt d'une défense européenne parce qu'il existe le parapluie de l'OTAN. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont sincèrement prêts à s'engager plus dans une défense européenne et est-ce que l'OTAN va supporter qu'une Europe de la défense se construise un petit peu? Est-ce qu'il y a de l'espace pour ça? Je pense d'abord qu'il faut lever toutes les suspicions. Jean-Claude Juncker l'a rappelé mercredi dans son discours sur l'état de l'Union. Il a dit très clairement plus de défense européenne ne veut pas dire moins de solidarité transatlantique. Et je pense qu'il a parfaitement raison. Je pense qu'il faut lever la suspicion des otaniens pur jus qui croient que parce qu'on va développer des capacités de défense européennes, on va forcément être en concurrence ou en compétition avec l'OTAN. Ce n'est pas le cas. Il y a une complémentarité. L'OTAN ne peut pas tout faire, l'OTAN ne doit pas tout faire et l'Europe surtout doit être capable d'assurer ses intérêts de sécurité sans l'aide de quiconque à l'extérieur. Donc cette autonomie stratégique pour laquelle nous plaidons pour l'Europe ne vient pas en contradiction avec l'OTAN mais en complémentarité sur un certain nombre de choses. Précisément cette semaine, eh bien, la Commission a nommé un nouveau commissaire à la sécurité. Il s'agit du Britannique Julian King qui va donc rester jusqu'à ce que le divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe soit définitivement prononcé. Ce poste dépourvu d'administration, c'est une bonne chose? C'est un gadget risible? Je ne crois pas. Il est nécessaire d'avoir quelqu'un pour occuper ce poste de Britannique. Alors un Britannique, c'est choquant politiquement au moment où évidemment on a le Brexit. Et c'est vrai que la première réaction politique, c'était de dire ça n'a pas de sens. Moi, je suis plus nuancé que ça et j'ai personnellement soutenu la nomination de M. King, d'abord parce que c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui est vraiment européen, c'est quelqu'un qui peut travailler avec l'ensemble des Européens et il faut être conscient qu'une Europe de la sécurité, telle qu'on veut la bâtir aujourd'hui, en particulier sur l'antiterrorisme, la faire sans les Britanniques, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous savez, en matière de renseignement et d'antiterrorisme en Europe, tout le monde a sa contribution à apporter. Mais aujourd'hui, les deux pays qui sont vraiment au cœur de l'action de renseignement et d'antiterrorisme, c'est la France et le Royaume-Uni. Si vous enlevez le Royaume-Uni aujourd'hui en termes de ressources humaines, en termes de ressources d'information, si vous l'enlevez des circuits de coordination du renseignement et des polices en Europe, vous perdez... Donc dans le Brexit, ça on n'y touchera pas a priori? Non, il y aura des conséquences évidemment du Brexit, mais moi je plaide que pour ce domaine-là, on ait quand même une approche la plus pragmatique possible, parce que la sécurité et l'antiterrorisme, ça n'a pas de frontières, évidemment. Donc alors, il faut être pragmatique là-dessus. Parlons justement de la lutte contre le terrorisme. Alors, vous le savez sans doute, la lutte contre le terrorisme est considérée comme la priorité numéro 1 pour les citoyens européens, d'après un récent sondage. Alors, la lutte contre le terrorisme, c'est à tous les niveaux, ça passe aussi par la prévention. La France vient d'ouvrir un tout premier centre de déradicalisation destiné aux jeunes tentés par le djihad. Non pas ceux qui sont fichés, mais ceux qui sont tentés. Reportage dans le village d'Indre-et-Loire où ce centre est donc installé. Gendarmes en faction, personnel spécialisé, le premier centre de déradicalisation va ouvrir ses portes près de Chinon. Officiellement baptisé Centre de réinsertion et de citoyenneté. Ici, pendant 10 mois, de jeunes adultes en voie de radicalisation, âgés de 18 à 30 ans, travailleront avec éducateurs et psychologues. Tous les pensionnaires seront volontaires. Les objectifs sont recherchés au travers de ce centre. Tout d'abord, permettre à ces jeunes de reconstruire une capacité de discernement, rétablir leur capacité de libre arbitre et puis aussi réunir les conditions de réinsertion sociale et professionnelle, c'est-à-dire redonner des perspectives à tous ces jeunes. Au programme, notamment travail de groupe sur les symboles républicains et une fois par semaine, lever des couleurs. À Beaumont-sur-Véron, l'ouverture de ce centre de déradicalisation situé juste en face d'un quartier pavillonnaire inquiète les habitants. Ce matin, ils se sont rassemblés pour dénoncer, selon eux,
le manque de sécurité, comme ses riverains. On a appris à connaître le voisinage. Là, c'est un centre expérimental. Normalement, quand on ne sait pas les risques que ça représente, on met pas ça au milieu d'une population, au milieu de maisons, avec un abri de bus pour les enfants juste au bout du grillage. On sait que Daesh, que ce soit Daesh ou à l'époque Al-Qaïda, ils fonctionnaient avec des cibles. Bon, là, c'est un premier centre en France, comme celui-ci, c'est une cible. Seuls quelques habitants ont été autorisés à visiter le centre avant son ouverture. C'est le cas du patron de ce bar qui aujourd'hui rassure ses clients qui ne parlent que de ça. Normalement, ils ne viennent pas avec des fiches S. Non. Il n'y a aucune fiche S qui rentre. Il faut qu'ils soient vierges au niveau juridique. Enfin, il ne faut pas qu'ils aient de casier judiciaire, il ne faut pas qu'ils aient faut pas qu'ils soient connus de la justice. À partir de là, Pourquoi ils viennent là? C'est pour les remettre un peu dans le droit chemin, quoi. Dès la semaine prochaine, une dizaine de personnes seront accueillies dans ce centre. Les premiers pensionnaires seront en majorité des femmes. Bon, Arnaud Danjean, on voit que ce genre d'expérience suscite pas mal de réticences et pourtant c'est une toute petite expérience, seulement une dizaine de personnes dans un premier temps. La France a pris pas mal de retard. Oui, on a beaucoup de retard. On a un certain nombre de pays européens, il y a d'ailleurs un réseau européen qui se crée. La France a du retard par rapport à des pays nordiques, notamment le Danemark, par rapport au Royaume-Uni particulièrement, par rapport à des pays extra-européens. J'étais ce printemps au Canada à ce sujet. Alors, ils ont peut-être une ampleur du phénomène à traiter qui est moindre que nous et des organisations très différentes. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans chacun de ces exemples, c'est qu'on est allé très en amont en termes de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce n'est pas que du sécuritaire, alors évidemment là non plus, mais il faut vraiment associer un spectre très large de spécialistes, éducatifs évidemment, sociaux bien sûr, mais évidemment des chercheurs, peut-être plus académiques. Quand même investir de l'argent dedans. Mais bien sûr, parce que on l'avait évoqué tout à l'heure, mais c'est quelque chose de global. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas que du sécuritaire et du pénal répressif. Évidemment qu'il faut aller le plus en amont possible. Évidemment que ça pose des questions sur notre société. On a découvert récemment, avec l'arrestation de 3 femmes sur le point de commettre un attentat à Paris, le djihad au féminin, un vivier potentiel peut-être plus important qu'on ne le pensait aussi. Le peu d'études qui existent, ou qui sont encore très empiriques, mais qui quand même se développent, il y a un certain nombre de chercheurs et de journalistes qui travaillent là-dessus, ont toujours dit, attention, les femmes que nous avons repérées et avec lesquelles nous avons pu échanger dans ces milieux-là, sont souvent plus radicalisées que les hommes, ou ont les convictions beaucoup plus chevillées au corps que les hommes. Et il ne faut pas prendre les femmes qui s'embarquent dans ces réseaux comme des suiveuses passives ou soumises. Il faut sortir de l'image, effectivement, peut-être la fausse évidence qu'on avait d'une femme soumise et puis qui suit un mouvement. Sur le renseignement, vous avez insisté sur l'importance des échanges entre Britanniques, Français, enfin, entre tous les Européens. Et est-ce que vous êtes toujours opposé à la création d'une agence fédérale de renseignement? Oui, complètement. Parce que pour moi, ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut au niveau européen, c'est des plateformes d'échange d'informations. Mais quand on parle de renseignement, il faut bien être conscient qu'on parle d'abord de collecte de renseignements. Et la collecte de renseignements aujourd'hui, c'est au plus près du terrain qu'il faut l'opérer. Tous les attentats que nous avons subis en Europe ces derniers temps montrent que, là encore, si faille il doit y avoir, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas des dysfonctionnements qui n'ont pas permis la détection des individus, c'est parce qu'au plus près du terrain, on n'a pas eu les bonnes informations au bon moment. Créer une superstructure bruxelloise ou européenne, ça n'aurait pas beaucoup de sens, ça n'apporterait pas plus d'efficacité. Ce qu'il faut, c'est des plateformes d'échange d'informations, ce qu'il faut, c'est connecter nos fichiers beaucoup mieux, plus de fluidité dans la coordination, mais ça, on n'a pas besoin d'une agence ou d'une superstructure dédiée pour faire ça. On peut le faire d'abord en bilatéral, en trilatéral, et ça se fait beaucoup. On peut le faire par ce qui existe déjà. Europol est une des parties de cet édifice, mais je pense qu'il est très important, paradoxalement. C'est surtout sur les théâtres nationaux que ça se passe. Les agences au niveau national ne coopèrent pas suffisamment entre elles. Ça coopère très bien au niveau international. Je vais vous dire un exemple. Des collègues, j'allais dire britanniques ou américains ou allemands, vont avoir d'excellentes relations avec
leurs collègues français. Mais c'est plutôt entre Français parfois qu'on ne communique pas assez, et c'est parfois ce que disent les services étrangers, on ne sait pas très bien à qui on doit s'adresser en France. Donc on a beaucoup de travail à faire sur nos services en France, pas tout révolutionner, mais il y a quand même des ajustements structurels sur qui fait quoi et qui travaille avec qui doivent être apportés. Toute dernière question à Arnaud Danjean sur une autre grande affaire de la semaine, l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, qui émarge chez Goldman Sachs, la banque d'affaires américaine accusée en Europe d'avoir maquillé les comptes de la Grèce. Est-ce que d'abord ça vous choque moralement? Est-ce que vous voteriez pour la suppression de sa retraite? Je ne sais pas si on en arrivera là, et moi je pense que ça va au-delà du cas de José Manuel Barroso. Je pense que ça concerne l'ensemble des commissaires. Je pense qu'il n'est pas le seul à être dans ce qu'on peut appeler une forme de conflit d'intérêts par rapport aux fonctions qu'il a exercées. Je pense qu'on devrait avoir quand même des règles beaucoup plus strictes et les faire appliquer pour la reconversion des commissaires. Beaucoup trop de commissaires repartent dans des fonctions qui les remettent assez vite au contact des administrations ou des entreprises avec lesquelles ils étaient en relation quand ils étaient commissaires. 18 mois de latence, c'est trop court. Il faut un temps. Moi, je pense que, en tout cas, on devrait s'y pencher de façon un peu plus systématique. Le cas de José Manuel Barroso, comme tout le monde, m'a choqué. Bon, pour autant, encore une fois, je ne me fixerai pas exclusivement sur Barroso. Je pense que, compte tenu des responsabilités que ces gens-là exercent, en particulier dans les domaines commerciaux, de régulation économique, de régulation financière, je pense qu'il faut quand même être très exigeant ensuite sur leur reconversion. Merci à vous d'avoir été notre invité Arnaud Danjean aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur les ondes de RFI ou bien sur France 24. À très bientôt à tous.